sociologie de groupes littéraires qui se répercute dans la politique de la communauté. La possibilité d'une telle approche m'a été ouverte par une recherche que je menais ces 3 dernières années sur l'un des plus importants groupes littéraires dans l'espace roumain. Il s'agit d'une communauté qui a fonctionné entre les 2 guerres sous le nom de Zburatorul. Fondée en 1919, elle a résisté jusqu'en 1943. C'est un critique et théoricien roumain qui l'a conduit à organiser, Elovinescu. Ce qui a été particulièrement saillant pour moi, une fois entré dans les détails de la vie commune de ce groupe, était l'importance accordée à la figure de l'anonyme. Il était présent dans les représentations mémorielles de la communauté, dans les textes programmatiques et dans les fictions du groupe. En plus, dans tous ces contextes, on chargeait la figure de l'anonyme avec des significations multiples, pas nécessairement synonymes. Je me propose, en m'appuyant sur cette étude de cas, 2 choses. D'abord, d'exposer la diversité et la richesse des rôles attribués à l'anonyme au sein d'une communauté littéraire. Ensuite, je voudrais comprendre la nécessité qui articule ensemble, dans le cadre d'un projet de sociabilité littéraire, la créativité et l'anonymat. Dans le cas de Zburatorul, j'ai pu distinguer au moins 4 valeurs de l'anonymat. Premièrement, il désigne le grand nombre, c'est-à-dire l'assistance, parfois excessive et bruyante, qui participe aux réunions du groupe littéraire. Deuxièmement, il engage un questionnement sur le nom de l'écrivain et surtout sur l'élaboration du pseudonyme. Troisièmement, la figure de l'anonyme indique la marge et le mineur, notamment les catégories vulnérables au sein du groupe littéraire, du point de vue de leur genre, de leur appartenance ethnique ou de leur engagement politique. Et enfin, quatrièmement, il fait référence à l'indétermination et à la potentialité du futur écrivain. Je vais détailler ces 4 valeurs. Je commence avec le public qui participe aux réunions du groupe littéraire, envisagé comme masse anonyme. La situation la plus commune est celle de groupes littéraires très nombreux, dont une partie importante des membres reste anonyme, au sens propre du terme. Ils ne lisent jamais, le patron du cercle ne les connaît pas. Ils sont là seulement et toujours pour écouter. En plus, ils produisent la rumeur constante qui accompagne les réunions et qui font l'individualité de leur voix dans un bruit indifférent et continuel. Mais il y a une autre situation d'énonciation en groupe qui engage la figure du public anonyme. C'est ce qui se passe dans les cénacles, ces groupes qui se dédient à la lecture des inédits, des textes en cours de se faire. On se partage au fur et à mesure de leur production. Parler de l'anonymat dans ce contexte est en quelque sorte étonnant, parce qu'un cénacle suppose l'existence d'un écrivain qui s'adresse à ses confrères, qui sont des auteurs à leur tour, personnes bien individualisées, voire illustres, dans le monde des lettres. D'où vient-elle la tendance de l'écrivain qui fait une lecture à haute voix devant un groupe de professionnels de traiter son auditoire en tant que masse anonyme? Dans un essai récent, Le Neuf, les différents et le déjà là, Judith Schlesinger propose une réflexion sur ce phénomène. Je cite: le livre, avant d'exister effectivement, commence son existence devant un tel groupe anonyme, dans lequel celui qui lit confond ses partenaires de discussion. Ce gommage des individualités, bien qu'invraisemblable, a une explication bien simple. L'auteur qui lit s'efforce d'ignorer la spécialisation de son public et en même temps d'unifier ce public, car il aurait besoin de toucher tous par ces mots, de les traverser d'un seul coup, afin de le prendre dans une unique respiration. C'est ce que Judith Schlesinger appelle une communauté du souffle, une préfiguration idéale d'un peuple homogène de lecteurs. Pour appuyer cette remarque, je voudrais évoquer une représentation qui revient dans quelques fictions du cénacle roumain. J'ai rencontré plusieurs fois, en travaillant sur Zburatorul, une figure empruntée à la tragédie grecque, le cœur. Ceux qui écoutent la lecture sont imaginés à l'instar de ce corps social parfaitement homogène, dont les opinions se fondent dans une seule voix. Devant eux, celui qui lit est figuré selon le modèle du héros tragique. Ce qui me paraît ici intéressant est la pensée du public du cénacle comme une instance qui obéit à des raisons transindividuelles, la destinée, la loi divine, la sagesse de la communauté. C'est notamment ce qui justifie le traitement anonyme. En plus, une telle représentation tragique des rapports au public engage le cérémonial de l'énonciation, le hiératisme, la formalisation. Or,
Cette forte dimension rituelle est implicite dans la formule moderne du cénacle. Le fait que toutes ces pratiques sous-tendent une pensée de l'anonymat est, à mon avis, un indice de la fonction fondatrice de cette figure par rapport à la sociabilité littéraire dans la modernité. Un deuxième thème dans lequel on implique le son-nom est lié à l'appellation de l'écrivain au sein du groupe littéraire. Il s'agit de cette pratique qu'on constate souvent en faisant l'histoire des sociétés littéraires du baptême des auteurs. La pratique du pseudonyme existe dans presque toutes les communautés. D'ailleurs, elle fonctionne aussi pour les écrivains solitaires. Il n'est pas rare que les débutants en littérature sont le besoin d'emprunter un autre nom que celui de son état civil. Refaire le baptême lui apporte une nouvelle identité, qui lui donne la possibilité d'abandonner son ancien être et de poursuivre plus librement son processus d'individuation. Si le débutant appartient à un groupe fermé, les pseudonymes, comme les surnoms, lui assurent en plus une protection durant le processus de suggestion et lui garantit la réussite. Il y a pourtant encore un aspect qui, au premier abord, peut paraître secondaire. Entre l'annulation de l'ancienne identité et la consécration de l'identité nouvelle, il y a un intervalle d'anonymat, mais il est si court, si vite à passer, qu'il risque de ne pas être perceptible. Ce que j'ai constaté en étudiant la communauté de Sburatorum était justement l'existence et l'importance de cet intervalle d'anonymat. Je dois préciser d'abord que la pratique du baptême dans le cadre du groupe romain était systématique et généralisée. Tout écrivain qui y adhère doit prendre un nouvel nom. Le pseudonyme devient ainsi obligatoire et la prise du nom se ritualise. Mais le choix du nom n'appartient pas aux écrivains, c'est le patron du groupe qui le décide. La conséquence directe de cette prise en charge de la nomination par le patron du groupe est la longue durée du processus. Si on doit baptiser un autre, il est plus difficile de se décider que si on le fait pour soi-même. On n'arrive pas à le faire sur place. Chez Sburatorum, le processus prenait au minimum quelques jours et au maximum quelques mois. Évidemment, pendant ce temps-là, le débutant restait dans l'anonymat. On retrouve des informations sur ce décalage dans plusieurs documents du groupe. Par exemple, lorsque le patron fait le portrait des écrivains du Cénacle, à côté de figures qui portent un nom, il y a toute une série de personnages anonymes. Le premier portrait commence avec la narration détaillée du processus d'appellation, en insistant sur les oscillations et le temps de réflexion nécessaires. Dans le portrait anonyme, au lieu de cette narration, on retrouve le compte-rendu de la première discussion entre le critique et l'écrivain préalable à l'attribution du pseudonyme littéraire. Le plus souvent, l'écrivain se montre peu intéressé de ce processus de réinvention. En même temps, il abandonne facilement son nom réel et ne se presse pas d'obtenir un nouveau. Il laisse cette étrange impression de se complaire dans la condition anonyme, comme s'il ne voulait lui-même qu'éterniser son statut. Les représentations dans la fiction de la scène du baptême littéraire sont également intéressantes à cet égard. On insiste, là aussi, sur l'intervalle qui se creuse entre l'abandon du nom civil et le reçu du nom d'écrivain, et sur la possibilité de rallonger cet intervalle. On invente même deux noms pour les deux épisodes qui s'y succèdent. Elle s'appelle la sortie du nom et l'entrée dans le nouvel nom. Ce qui est intéressant est de noter de mesurer la vulnérabilité de cette condition, car cet intervalle d'anonymat est le contraire de la protection que le nouvel nom devrait offrir à l'intérieur du groupe. Comme le sujet se forme dans la suggestion, la suspension dans le processus ne peut que le fragiliser. En lisant la description de cette vulnérabilité du son nom, on s'aperçoit sur un certain paradoxe. Cette condition est redoutable et en même temps désirée. Je cite quelques lignes d'un texte publié en 1932 sous le titre « Après autour de nom ». Ce n'est pas la plus importante femme écrivaine de Sburatorum. J'ai voulu changer de nom. Et pourtant, quand j'entends que quelqu'un va le faire, cela m'effraie un peu. Comme on s'effraie au cirque devant un saut mortel. C'est de la même manière que je ressens pour une seconde le vide qui s'ouvre entre le nom qui est et le nom adopté. Effroi et consternation qui, le plus probable, ne sont pas ressentis si dramatiquement par celui en cause, dans l'élan initial qui l'emporte. Je ne vais ajouter à tout ce tableau qu'un seul détail, qui me paraît aussi significatif.
Assez tard par rapport au moment où le baptême se ritualise chez Sburatori, Lovinescu offre une explication pour la nécessité qu'il ressentait. Il parle de l'invraisemblance du vrai nom, qui lui apparaît comme étant trop recherché et trop singulier. La pratique du pseudonyme n'est donc pas vouée pour lui à renforcer la singularité de l'individu, mais tout au contraire, elle est censée mettre l'écrivain sous le signe du nom commun. Paradoxalement, ce sont les vertus même du commun qui justifient l'abandon du vrai nom. Un troisième palier sur lequel on mobilise le thème de l'anonymat dans les communautés littéraires vise la marge et la minorité. Le premier cas de figure est la présence féminine. Dans un livre de 1999, Le féminin fatal, Dominique Maintenon parle du fait que la femme qui décide d'adhérer à un groupe littéraire perd sa place et son statut social, à savoir sa qualité de mère, de femme et même d'amante, ou au moins elle le périclite, sans avoir à proprement parler accès à un autre statut. L'existence féminine dans le groupe serait de cette manière vouée inévitablement à l'anonymat. Autrement dit, quand une femme veut mettre sa vie au service de l'œuvre, quand elle poursuit sa vocation littéraire, elle refuse du coup la mission naturelle que la société lui assigne. Une faiblesse est donc inscrite dès le début dans la condition de la femme écrivain. Ce que je constate dans les documents du groupement roumain par rapport à la présence féminine est la permanente représentation de leur infériorité symbolique. Je caractériserai ces positionnements par un thème que j'emprunte de Nathalie Hanig, le complexe de la seconde. Il décrit à la fois la position subalterne de celle qui est moins que les hommes et la privation de l'identité. L'article de Hanig s'appelle de manière significative celle qui n'a pas de nom. Les femmes écrivains veulent acquérir le droit de s'affirmer dans la création en raison de leur capacité expressive singulière. Mais elles désirent, en même temps, dissoudre ce qui la distingue, se faire assimiler aux hommes et leur ressembler. À cet égard, il est aussi intéressant de consulter les mémoires du patron de Sburatori. L'évocation de femmes du Cénacle comporte presque exclusivement de qualités masculines. On parle de ténacité virile, de volonté acharnée, de talent sévère, sobre, viril, d'expression d'une exactitude masculine, de style dense, gris, qui construit son brillance durablement, autrefois de style sans rien d'édulcorant, en réalité viril, direct et logique. La logique de cette ressemblance au masculin est très claire et explicite, je cite. La littérature n'est pas en général une vocation féminine, mais masculine. Et encore, chez nous, je ne connais que très peu de cas de vocation féminine au-delà des relations sentimentales. D'habitude, il s'agit d'un simple arrêt entre deux aventures, d'une force qui n'est pas utilisée à ce moment-là dans des préoccupations plus essentielles. Je finis la citation. Qu'est-ce que cela fait pour une femme d'assumer la vocation littéraire? L'explication du critique, naïvement psychologique, on est dans les années 30, insiste sur l'idée d'une aliénation. Portée vers une psychologie qui est à l'opposé de la leur, aspirant vers des formes d'expression qui ne le sont pas naturelles, ces femmes ne touchent pas vraiment le seuil de l'individuation. Si elles gagnent la persistance, l'acharnement, l'obstination et la ténacité masculine, ces traits viennent se greffer sur une structure psychique fragile et deviennent des agents d'une forte désindividualisation. Les critiques vont encore plus loin et observent des anomalies physiologiques. Les corps de ces femmes qui participent au Cénacle sont tous petits. C'est d'une petitesse qui lui évoque le sous-développement. Les femmes ressemblent aux enfants. En plus, il paraît que la vocation induit une certaine fébrilité et que ces femmes écrivaines vivent en permanence dans un état fiévreux. Je n'avais pas immédiatement compris, écrit Lovinescu, que la température normale de cette fille était à 40 degrés. Ce corps fragile et torturé qui perd au fur et à mesure les attributs de la féminité expose un processus d'indéfinition, d'effacement régressif de l'individualité. C'est une fragilité voisine de l'inconstance. Chez les femmes écrivains, entre l'individuation et le processus de la création, on devrait observer un rapport inverse. Plus le discours se fortifie, plus il devient énergique, viril et caractérisé, moins le corps, le visage et l'identité féminine qui le produit restent distincts.
Il faut aussi remarquer la tendance de mettre les figures féminines en série. Les écrivains n'ont pas le droit à des portraits individuels, mais seulement à des accusations collectives à l'intérieur desquelles les figures sont représentées sous le signe d'un type, son nom. La fille qui sait tout, la fille avec la préface, les collaborateurs, la fille avec le manuscrit, etc. Dans le mémoire du patron du Cénacle, une seule autre série de portraits évoque cette tendance à l'anonymat, celle des écrivains juifs. La raison pour laquelle le groupe de juifs fonctionne selon la même logique subalterne que le groupe de femmes est bien transparente, la Roumanie entre les deux guerres étant un pays avec un fort sentiment public antisémite. Les juifs du groupe souffrent, selon l'ONUSCO, de l'habilité comportementale, de mobilité psychologique et d'une trop grande flexibilité esthétique, car ils oscillent en permanence entre des styles divers. Ils sont fiévreux et émotifs jusqu'à la défiguration. Comme dans leur physionomie et son prégnance, leur visage s'estompe jusqu'à l'effacement complet. Comme dans les cas des femmes, ils développent par rapport à la communauté la conscience d'une secondarité, cette fois-ci de nature ethnique. Leur effort d'individuation et de détermination identitaire passe par un modèle roumain, tout comme l'effort explicite des femmes passait par le modèle masculin. Mais toujours comme les écrivains, les auteurs juifs montrent une passion démesurée par rapport à la littérature et à la profession littéraire. La vocation littéraire, la réponse à l'appel de la littérature ne leur manque point. D'où une ambiguïté fondamentalement inscrite dans cette figure, qui est en même temps anonyme et totalement vouée à la littérature. C'est pour cette raison qu'en publiant 2 fois les portraits du même écrivain juif, le patron du Cénacle met successivement 2 titres. Une fois, il s'appelle le poète X, l'autre fois, le poète absolu. Un seul type donc, mais avec 2 visages, qui réunit l'anonymat et les valeurs suprêmes de la littérature. J'arrive au 4e pôle de l'anonyme dans la communauté littéraire, celui du dernier venu. Pour comprendre cette figure, on doit différencier entre la communauté fermée et celle qui reste ouverte, disposée à recevoir de nouveaux adhérents. La majorité de groupements littéraires se revendiquent dans la première catégorie. Afin de constituer une solidarité, la communauté a besoin de se limiter à un nombre restreint d'individus qui se connaissent bien et se soutiennent les uns les autres par des relations durables. Mais les cas dont je veux parler engagent le groupe qui reste ouvert, qui s'élargissent continuellement. Leur technique de recrutement implique nécessairement les contacts avec l'inconnu. Cette fois-ci, l'anonyme ne décrit plus un positionnement marginal, mais le statut provisoire de tout écrivain. Le groupe qui assume une stratégie d'ouverture permanente doit donc mettre l'anonymat au cœur même de sa représentation de la créativité. Sburatoro fait partie de cette catégorie. Son fondateur parlait déjà en 1919, sous le titre « Ceux qui viennent », de jeunes hommes inconnus, pour qui la porte de son appartement était tout le temps ouverte. Les membres du groupe devaient se mettre à la disposition de ceux-ci et on leur recommande une attitude cordiale. Je cite, « Il n'y a pas pour nous une plus grande joie que de devenir fraternellement leur prophète. » Cette protection accordée inconditionnellement aux derniers venus devient ainsi la préoccupation principale de tous les membres du Cénacle roumain. Le groupe se laisse fasciner par la potentialité de l'écrivain qui ne s'est pas encore affirmé, qui n'a pas encore un nom. Comme si, de manière idéale, la communauté entière devrait se constituer comme une communauté d'inconnus, de nouveaux venus, aspirant vers une généralisation du statut de l'anonyme. Il est significatif au plus haut degré le fait que l'Ovinescu lui-même choisit dans un texte autobiographique tardif qui paraît l'année de sa mort d'assumer effectivement ses statuts. Le texte est signé Anonymous Notarius. Cette figuration de soi, à l'aide d'une référence à un chroniqueur hongrois du XIIe siècle, montre le degré auquel le patron du groupe envisage de manière positive la figure de l'anonyme. Je retiendrai de son exemple l'exceptionnelle versatilité de cette figure. Elle circule librement entre le centre et la périphérie du Cénacle. Elle investit également la posture insignifiante du dernier venu et la position autoritaire du patron.
En guise de conclusion, je vais observer tout simplement le spectre très large couvert par ces 4 formes d'anonymat communautaire. Cette figure, dans la pensée littéraire roumaine moderne, aveuglée par le mythe romantique de la génialité et de la singularité du créateur, arrive difficilement à en rendre compte, apparaît dans des points essentiels du projet littéraire. Chaque fois que je l'ai poursuivi, je l'ai retrouvé dans des articulations clés de la vie littéraire, de son rapport à la société, à l'individu et à la création. L'anonymat nous oblige à considérer le rapport entre la lecture et la multitude. Il nous oblige à rendre compte de ce que c'est dans notre monde que d'occuper la position d'écrivain. Quels sont les risques et les difficultés d'une telle aventure? Il nous oblige à représenter le subalterne dans les communautés littéraires, ce qu'on peut dire et faire depuis un tel positionnement. Enfin, il nous oblige à remettre en question le rapport entre la création et la notoriété. On peut tout dire de l'anonymat, sauf que les problèmes qu'il soulève sont dépourvus d'importance. Merci.